Bonsoir Xavier Pasco. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions spatiales, auteur de cet ouvrage passionnant, Le Nouvel Âge spatial, de la guerre froide au New Space. On part tutoyer les étoiles aujourd'hui avec vous, Xavier Pasco, puisque on part en balade dans le cosmos. On le dit un peu en souriant, sauf que ça devient de plus en plus possible. Le tourisme spatial, on y est presque. Alors on y est presque, il faut avoir un peu d'argent quand même. Mais effectivement, on a de nouveaux acteurs qui sont arrivés ces dernières années, qui proposent désormais des séjours dans l'espace. Alors des séjours de différentes natures, des séjours très courts, et puis des séjours un peu plus longs. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, ça existe depuis quelques années. Il y a des projets dont on entend parler depuis maintenant près de 15 ans, oui, qui ont l'air de fructifier maintenant et qui vont permettre à des gens fortunés, un peu chanceux, d'expérimenter, d'éprouver la pesanteur pendant quelques minutes avant de retomber sur Terre. Ça ne va pas décrire une orbite. Alors, on est dans l'espace, mais on y est de manière très courte. On voit les images là, vous faisiez allusion par exemple à cette navette, on dit comme ça, ou cet avion spatial, spatial, notamment de Richard Branson, de Virgin, Virgin Galactic, le milliardaire Richard Branson. Voilà, et donc ce que vous expliquez, c'est que ça va... c'est un voyage en fait très court puisqu'on va monter très haut et pendant 5 minutes éprouver de la pesanteur. On va monter à peu près à 100 km et pendant la trajectoire, la partie où l'avion arrive en haut de sa trajectoire et commence à redescendre, on éprouve une sensation de chute en même temps que l'avion, si bien qu'on se retrouve en apesanteur. Ça dure quelques minutes. Et aussi, on voit la Terre, évidemment, avec un arrière-plan noir, obscur, on tutoie l'espace, comme vous le disiez. Alors, ça, c'est le premier type de voyage. Et le deuxième type de voyage, c'est ce que propose Elon Musk aujourd'hui, ce qu'il va proposer, dit-il, à la fin de cette année, bientôt. Alors là, ce sont des orbites terrestres, c'est-à-dire qu'on va envoyer sur une fusée, cette fois-ci une capsule, qui est la même que celle qui a été à la station spatiale, qui a rejoint la station spatiale pour y emmener des astronautes. Cette fois-ci, elle ne va pas rejoindre la station spatiale, elle va décrire peut-être 4 ou 5 orbites, ou rester peut-être plus que ça, 4 ou 5 jours en orbite, pour ramener ensuite les gens à Terre. Et là, ce sera une vraie expérience, je dirais, d'apesanteur, d'astronaute. Ils ont tous rivalisé finalement d'annonces là, ces 2 dernières semaines. Quel est le premier vol qui pourrait vraiment être sans doute celui d'Elon Musk, suivi sans doute par un autre d'Elon Musk aussi, mais cette fois-ci pour le compte de la NASA, puisque la NASA a loué en quelque sorte la station spatiale pour un séjour de 7 jours, là encore, pour des gens très fortunés. Et c'est Elon Musk qui emmènera ces gens, mais là, les gens ne payent pas Elon Musk, paieront la NASA. Ces vols en orbite pendant 4 jours, on est à combien de kilomètres de la Terre ? Alors, pour le vol suborbital, donc j'allais dire le saut de puce, c'est plus que ça, bien l'aller-retour. L'aller-retour, on est à peu près à 100 km, entre 80 et 100 km, plutôt 100 km. Et en revanche, pour le vol en capsule, c'est 400 km qui est à peu près l'altitude de la station. Je pose la question parce que où commence l'espace finalement ? Alors là, c'est une question historique qui n'est toujours pas réglée en réalité. On a coutume de dire l'espace commence à peu près à 100 km parce qu'on estime que, à partir de cette altitude, on peut décrire des orbites et donc être vraiment dans l'espace sans revenir sur Terre. On estime aussi que l'atmosphère est si peu dense à cette altitude qu'en réalité, on n'est plus dans l'atmosphère, mais on est en dehors de l'atmosphère. C'est très discuté, c'est très technique. Mais parce que la question, c'est de survoler ou pas, sinon des territoires... Ça a un impact depuis Spoutnik. Depuis 1957, on se pose la question. Oui. Les satellites sont réputés évoluer dans l'espace, donc n'enfreignent pas la souveraineté aérienne. Qu'est-ce qu'on voit de là-haut ? Est-ce qu'on peut regarder, une question un peu de néophyte, mais est-ce qu'on peut regarder comme dans un hublot et avoir une vue sur une immensité, ou les levées du soleil ou de... Je ne suis pas astronaute moi-même, je n'ai pas eu l'expérience, mais en tout cas, Branson promet... On voit les images, je crois qu'il y a 12 ou 16 hublots qui sont prévus dans l'avion spatial pour que précisément les gens voient, c'est un balcon au-dessus de la planète finalement. Il faut s'entraîner avant de partir, on pense aux astronautes qui sont surentraînés. Est-ce que là aussi, ce sera des profils particuliers, outre le fait d'avoir au début, en tout cas, beaucoup d'argent ? Alors non, justement, précisément, c'est un peu la nouveauté. Tous ces nouveaux acteurs disent, mais en fait... ce qu'on veut faire, c'est démocratiser l'accès à l'espace. Évidemment, ça passe par le fait de pouvoir emmener, on va dire, monsieur ou madame tout le monde. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a quand même des petits critères physiques, mais enfin, ils relâchent beaucoup par rapport aux entraînements draconiens qui étaient ceux d'un équipage classique d'agent spatial. Il n'y a pas de risque particulier ou il y a des risques ? D'abord, il y a toujours un risque de perte du lanceur, d'explosion. La technologie fusée reste une technologie compliquée quand même. Et c'est un risque important. Alors évidemment, il y aura des documents légaux qui évidemment vont permettre de prendre cette responsabilité. Il y a des assurances, je crois, qui s'intéressent aussi à cette activité. Et puis, il y a des risques physiques. Alors le risque physique, il est là
quand même, si vous restez très longtemps dans l'espace, là, effectivement, vous avez un impact sur le corps humain, sur la densité osseuse, etc. Là, c'est moins le cas. Mais néanmoins, par exemple, on va prendre des G, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de l'accélération. Il faut que les gens puissent encaisser cette accélération. Donc, il y a sans doute des pathologies, on va dire, qui devraient rendre prudent. Vous parliez de la question de démocratiser l'espace. Elon Musk parle d'un terme, un jour, avoir des voyages qui pourraient ne pas dépasser les 200 ou 300 euros. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Ça reste un challenge, un vrai défi, je pense. Ouais. Oui, ça reste une vue d'esprit. Aujourd'hui, c'est 250 000 $ le billet à minima, c'est-à-dire pour Virgin. Pour les astronautes qui vont rejoindre la station et qui ont payé leur ticket à la NASA, c'est 55 millions de dollars pour le tir. Et ensuite, à bord de la station, c'est 35 000 $ par jour. Parce que la NASA fait tout payer. Le support vie, l'air, etc. Et ça pourrait être, à terme, justement, démocratiser. On le voit mal, parce qu'il y a des frais incompressibles, finalement. Il y a des frais incompressibles. L'activité spatiale reste une activité extraordinaire au sens littéral. Et ça implique un investissement considérable dans les fusées, dans le développement, dans la recherche. Et évidemment, dans l'énergie, dans la mise en œuvre elle-même des opérations nécessaires. Donc, on ne voit pas comment ça pourrait, bien sûr, descendre. J'avais une question quand même sur ce qui est en train de changer, puisqu'on voit bien que la question du tourisme spatial pose des questions aussi sur l'activité spatiale, qui jusqu'à maintenant était de l'affaire davantage des États, c'est de l'argent public. Est-ce qu'on est en train d'assister à une privatisation de l'espace? Alors, c'est un bien grand mot. Je pense qu'on assiste à une transformation de la manière dont les États vont dans l'espace. Et effectivement, la NASA, vous avez raison, incarnait cette agence, je dirais, classique, qui fait développer par des industriels ses propres fusées, qui les opèrent elle-même. Maintenant, la NASA a un peu changé son fusil d'épaule, si j'ose dire, et elle achète plutôt un service. C'est-à-dire qu'elle dit finalement à un industriel, comme Elon Musk, eh bien voilà, moi je vous achète 12 transports d'astronautes, charge à vous de construire le système qui permettra, je vais regarder évidemment si d'un point de vue de la sécurité tout cela est normal, mais autrement, vous êtes chargé de ça. Et la NASA délègue désormais aux industriels. Et ça crée une nouvelle relation de partenariat, je dirais plutôt que de sous-traitance. Et c'est la raison pour laquelle SpaceX, par exemple, Elon Musk, mais aussi Jeff Bezos, l'autre grand milliardaire qui s'intéresse à l'espace, le patron d'Amazon, eux, ils ont leur propre plan aussi pour aller eux-mêmes mener des activités spatiales. Donc ça, c'est un peu changé. De là à dire qu'il y a une privatisation de l'espace, non. L'espace coûte fort cher et la majorité des budgets, ce sont des budgets gouvernementaux à échelle des États. En fait. Prochain grand défi, justement. Alors, j'ai vu aujourd'hui que une sonde chinoise venait d'arriver en orbite autour de Mars. Est-ce que c'est ça le prochain grand défi, cette planète-là? Oui, alors ça, c'est l'objectif. Vous savez, Mars, la coutume, la plaisanterie, c'est toujours on ira dans 30 ans. On dit ça depuis 50 ans, qu'on ira dans 30 ans. Mais c'est vrai que c'est en fait la planète sur laquelle les terriens pourraient se déplacer. Pour y vivre, c'est autre chose, peut-être pour l'explorer. Eh bien, merci Xavier Pascaud d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air, une émission consacrée aux tensions entre l'Europe et la Russie. L'affaire Navalny crispe de plus en plus les relations entre Moscou et Bruxelles. Visite mouvementée du représentant de l'UE, des diplomates expulsés. Le dialogue est-il définitivement rompu? Faut-il imposer des sanctions? Le titre de C'est dans l'air ce soir, Poutine met l'Europe à cran. Bonne émission à vous.